China Connect, c'est une marque que j'ai lancée en 2011. Finalement, après avoir fait un long passage en agence de publicité, société de production audiovisuelle et agence média, je me suis spécialisée sur le brand content et ça a été l'objet de mon premier déplacement en Chine, puis à mon été 2010, de m'intéresser en particulier à ce secteur-là, à cette activité. Et ça a été le déclencheur finalement de China Connect, parce que j'avais publié en septembre 2010 un spécial brand content Chine, et ça a suscité pas mal de curiosité, a créé un petit peu de buzz, donc quelques marques d'intérêt qui m'ont interpellée, et je me suis dit tiens, après avoir défriché, en ayant été aussi assez pionnier sur le brand content justement chez Cara, je me suis dit mais il se passe des choses, c'est incroyable cet environnement. On est très tourné vers les États-Unis, il va peut-être être temps de regarder ce qui se passe de l'autre côté, parce que non seulement le métier déjà c'était en train d'avoir une vraie réalité, mais surtout la dimension, la proportion que pouvaient prendre des choses était vraiment super intéressante, et je me suis dit on va creuser tout ça. Et puis en parallèle, c'était quand même, pour mettre ça il y a 10 ans, Internet avait 30% de pénétration en Chine à peine, donc on était au tout début quoi. Et je me suis dit mais c'est incroyable ce truc là, il va falloir que je m'intéresse d'un peu plus près. Donc voilà, en très peu de temps finalement, 2 mois et demi plus tard, je faisais mon deuxième voyage, qui était celui au cours duquel j'ai pris la décision de lancer cette conférence. Finalement en me disant on va faciliter le décryptage de l'écosystème digital chinois aux marques occidentales, avec un parti pris très fort, c'est de faire venir la Chine à Paris. Et dès le début aussi, d'avoir une ambition internationale, de ne pas faire un événement uniquement franco-chinois, mais international, parce que toute la communication, la conférence était en anglais. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener le savoir-faire, cette expertise. Il faut être basé en Chine, il faut être à l'épreuve de ce marché, tous les 4 matins, de ces difficultés, de ces obstacles, se prendre des murs pour vraiment pouvoir légitimement, j'allais dire de manière très crédible, en parler. Donc là, voilà, il y a 10 ans qui viennent de s'écouler, on est à la 9e édition, et en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, la pénétration d'Internet est passée à presque 60%, on est en train de flirter avec ça aujourd'hui. Sina Weibo, qui était un grand réseau social, avait à peine 3 ans ou 2 ans. WeChat avait 6 mois, donc aujourd'hui c'est 1 milliard d'utilisateurs. Voilà, ce qui a changé, c'est la structuration de tout cet écosystème, la prise du pouvoir incroyable des réseaux sociaux dans la vie des gens, et d'Internet dans la vie des gens. C'est comment Internet a vraiment fait évoluer cette société, et en particulier l'accession à cet espace d'information, cet espace de conversation, cet espace commercial. On va dire que c'est les 3 raisons pour lesquelles les Chinois se connectent, de se dire que l'information est peut-être un petit peu moins fausse ou un petit peu plus ouverte peut-être qu'ailleurs, espace de socialisation très important et de conversation, parce que l'enfant unique très souvent a trouvé dans Internet un espèce d'échappatoire, et finalement on a souvent dit qu'il avait plus d'amis virtuels que dans la vie réelle. Et puis cette migration aussi des campagnes vers les villes a fait que cette solitude a dû trouver un espèce d'exutoire, et Internet s'est trouvé être ce lieu d'expression et puis de commerce. Par évidence, dans ce sens où dès lors qu'on n'habite pas dans les grandes villes, avoir accès à des magasins, et quelles que soient un petit peu les catégories de produits, on va dire, ça peut parfois prendre des heures, des kilomètres, et donc Internet a souvent été la première porte d'accès à la connaissance de marques, qu'elles soient chinoises et a fortiori évidemment beaucoup plus occidentales. Donc moi je me suis dit c'est là-dedans qu'on va aller, et c'est ça qu'on va essayer d'aller comprendre en faisant venir donc les 4 piliers qu'est le marketing digital, on va dire. Ce sont les réseaux sociaux, les plateformes de contenu, les plateformes de commerce et la data. Qu'est-ce qui permet à une marque d'avoir une présence sur le web chinois et de connecter avec les Chinois globalement ? Globalement, sachant qu'au tout début, on est très focus sur le mainland, mais avec la croissance ininterrompue du tourisme chinois, nécessairement, c'est autant d'opportunités évidemment pour les marques, dans certaines évidemment verticales, industries, de pouvoir toucher cette clientèle qui, lorsque l'on parle du luxe, va correspondre à plus de 40% du business mondial du luxe. Donc tellement stratégique que c'est inimaginable, impensable de ne pas penser à eux et comment les servir au mieux pour ne pas les décevoir, quoi. Donc voilà ce qui a changé, c'est un Internet qui est encore loin de sa pleine croissance, puisqu'on est dans de 80-85% en Europe, donc on est quand même à 30 points, 25 points de tout ça.
Donc il y a une grosse marge de manœuvre. Et c'est à la fois l'avènement pour les Occidentaux de ces piliers que sont ces géants chinois, Alibaba notamment, Tencent et Baidu. Voilà, on schématise parce qu'ils sont ceux qui ont construit cet Internet. Mais depuis, on a des acteurs aussi qui se sont des entrepreneurs d'abord. Et puis, on va dire, ces gens-là qui sont aussi émancipés de ces grands groupes dont on a beaucoup dit d'ailleurs que il y avait un certain monopole, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des nouveaux talents, généralement au sein d'Alibaba, au sein de Tencent, ils incubaient ces jeunes qui pouvaient être entrepreneurs en leur disant attends, ne pars pas, ou si tu pars, je file un ticket. Et comme ça, quelque part, ça a aussi un peu bloqué tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, on a des nouveaux acteurs, des groupes comme ByteDance, des groupes comme Meituan Dumping, tout ce qui est recommandations et autres, qui sont en train de prendre, c'est même pas une indépendance, qui sont de facto indépendants, mais parfois, et Tencent et Alibaba sont quand même des investisseurs dans ces grands acteurs. Mais ont pris une telle autonomie qu'aujourd'hui ils peuvent rivaliser avec ces acteurs. Donc il y a une redéfinition des cartes là qui est vraiment aussi en train de se dessiner. C'est-à-dire ces grands piliers qui s'affirment toujours plus, avec une puissance incroyable, un déploiement de cette toile d'araignée sur plein de métiers comme ça périphériques qui n'étaient pas leur cœur de métier. Mais ça, c'est le propre de l'écosystème digital chinois, qui n'a pas d'équivalent à l'Ouest. Il n'a pas d'équivalent. Quand Alibaba est fort sur le e-commerce et qu'il se dit, oui, mais attends, l'impact des réseaux sociaux sur l'e-commerce, ça va être vital, mais je suis à poil dessus, je prends 20-25% de Weibo. Quand au contraire, un Tencent est fort sur le gaming et les réseaux sociaux, les messageries, parce que QQ, c'est l'ancêtre de Messenger, et puis ensuite des Qzone et compagnie, ils se sont dit, ok, demain c'est l'e-commerce, c'est ce que je fais, je suis à poil sur le e-commerce. Je vais investir dans le Jingdong, et puis je lance cette fantastique application qui est WeChat, et évidemment qui va être aussi un outil de vente. Donc chacun se déploie là-dessus, et je ne parle pas de tous les autres secteurs périphériques qui peuvent être la livraison, l'auto-connecté quand il s'agit de Baidu. Enfin, voilà. Et ça, ce déploiement, il a une ambition, et le paiement, bien entendu, est un pilier des deux. Alipay et WeChat Pay et Tencent Pay. Le déploiement de ces acteurs a ni plus ni moins pour ambition de dire aux internautes chinois, c'est simple, vous me choisissez, vous venez ou chez Alibaba ou chez Tencent, quelque part, parce que chacun offre. Quand on parle d'entertainment, Youku appartient maintenant, a été intégré 100% chez Alibaba, Tencent a Tencent Video, c'est le roi du gaming, Alibaba Picture avec le cinéma, ils sont maintenant des acteurs depuis quelques années très influents, propriétaires de studios, propriétaires de salles, producteurs de films qui ont des Oscars. Ouais. Voilà, donc ce soft power est là, il y a tout. Je rentre chez Alibaba, j'ai tout ce que je veux. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais là, je vais là-bas. Donc un des sujets pour ces grands acteurs, il est là. Et quand on voit Tencent qui va intervenir à China Connect aujourd'hui et demain, et il se développe évidemment sur le smart retail, le new retail étant le mot le plus répandu, puisque Jack Ma a eu la bonne idée de le sortir, on va dire. Chacun va trouver sa propre expression, mais une direction du retail aussi chez Tencent, c'est récent. Donc ça montre bien aussi les ambitions, les velléités de servir 1 milliard de consommateurs, 1,3 milliard avides de consommation, qui s'enrichissent, toujours plus exigeants. Et puis on a, entre guillemets, on a beaucoup associé ou parlé de la Chine en rapport avec les grandes villes, côtières essentiellement, mais les leviers de la croissance, c'est ailleurs que ça se passe. L'hypercompétitivité et les coûts parfois prohibitifs d'accès au marché justement des villes principales n'empêchent pas à des marques aujourd'hui pour lesquelles ce marché chinois demeure cher et peut-être trop cher, mais pour certaines, en étant agile, en étant très opportuniste, en sachant aller chercher peut-être des plateformes plus niches et rencontrer une audience qui est en recherche et en demande de choses justement plus authentiques, plus personnelles, plus individuelles pour restituer ma personnalité, et bien là, il y a des opportunités de marché qui sont fantastiques. Mais il faut aller aussi travailler pour aller faire un petit peu de haute couture, quoi. Je pense que ce qui est très important, c'est que si on observe ça depuis à peu près 10 ans, je crois qu'ici, très souvent, les sièges, et pourtant on a des entreprises et des secteurs très, très actifs, et puis très, très staffés localement et compagnie, mais encore une fois, notre raisonnement ici, c'est quand même de leur permettre de garder le pouls de tout ça. Je pense qu'il n'y a quand même pas une prise de mesure à la hauteur de la vitalité de ce marché. C'est-à-dire, et ce qu'elle suppose, les conséquences qui sont une remise en cause très courante, et ça c'est sortir, c'est même pas une zone de confort, c'est-à-dire qu'à l'Ouest on est beaucoup moins challengé, on est toujours, nous, à part un Snapchat ou un Insta,
Pinterest, on nous en parle parce qu'il y a une IP ou compagnie, mais ça fait longtemps qu'on les voit. Vous, tous les 6 mois, il y a un phénomène Internet en Chine, donc qui va bousculer un ordre établi, et à peine ai-je compris comment fonctionnait un acteur, où je me suis dit, tiens, je vais peut-être investir là-dessus, je vais essayer de comprendre comment il fonctionne, il faut déjà s'intéresser à un autre, parce qu'une opportunité peut disparaître, parce qu'on a déjà vu des acteurs vivre le temps d'un printemps, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là, de cette remise en cause, et ça, c'est un terreau qui est fantastique aussi pour l'expérimentation. Et c'est ça, la tension qu'il peut y avoir entre les équipes locales et les sièges, c'est les équipes locales de dire aux sièges, mais attendez, écoutez-nous, on est au plus près de ce truc-là qui vibre comme une folie, laissez-nous aussi un peu agir et saisir ces opportunités. Parce qu'on peut aller tester quelque chose qui va scaler tellement vite, on est capable d'anticiper, de mesurer, puis avec cette data toujours plus disponible, si on a les signaux faibles ou plus ou moins forts de quelque chose qui va pouvoir marcher. Ça, c'est des trucs ici qui peuvent nous prendre 16 ou 18 mois, même si les temps ont été raccourcis d'études, de pré-thèse, de post-thèse, de lancement de machin. Là-bas, c'est beaucoup plus court. Il faut que les choses soient plus courtes. Donc, voilà, cette énergie-là, cette croissance, on est déjà passé quand même de croissance à 2 chiffres bien confortables, à des croissances bien plus réduites. On est à du 6,5, on dit même qu'officiellement, on est plutôt entre 2 et 3. Il y a même maintenant des acteurs au plus haut niveau du pouvoir chinois qui commencent à dire non mais attendez, les plans à 2025, là on vous a raconté des trucs, mais c'était peut-être un peu prétentieux et tout, donc là les Occidentaux se réveillent en disant mais tiens, on a bu tout ça. Donc il y a incroyable, les chiffres sont là pour montrer des croissances hallucinantes de marché et compagnie, mais il faut prendre tout ça tant que ça vient aussi. Voilà, le marché il est là, il faut aller le saisir parce qu'il y a une telle concurrence, une telle offre, parce qu'il n'y a pas que nous qui jouons dans cette cour. Les Coréens sont très bien, il y a les Japonais également, si on parle notamment de produits cosmétiques, mais de produits entertainment aussi au sens large. Tous ces pays limitrophes séduisent énormément les Chinois, donc il y a voilà, on a vraiment énormément d'opportunités. Je pensais aussi ce fameux gaming, parce que nous, ça fait des années qu'on parle un petit peu de ça, sur le fait que les sociétés occidentales ne leveragent pas assez cette propension et cet amour que les Chinois ont du jeu, de l'échange, de la compète, de la bataille comme ça. Donc, là, c'est marrant parce que toute la matinée, on a quand même des personnes qui ont parlé de ça assez naturellement. Et donc, c'est pas le cœur de business, quoi que ce soit. Mais ils savent qu'il y a des stimuli très forts à activer. Cet après-midi, voilà, on va avoir des boîtes comme Yuzu, qui sont vraiment des acteurs qui sont là pour dire mais attendez, là, vous avez un terreau extraordinaire, quoi. Ils ont compris un petit peu la machination en fait de ça. Ils ont compris aussi que ça va être applicable ailleurs, justement. Oui, mais la Chine, la France en Europe et les États-Unis sont les 3 grandes géographies les plus importantes sur le gaming. Et avec, je veux dire, une audience qui est mondiale parfois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout d'un coup avoir un reach qui est phénoménal, quoi. Et ça, avec une population qui est très jeune, aussi très féminine. Contrairement à ce qu'on peut penser, on se dit c'est souvent masculin, mais non. Et là, il y a une campagne canon qui, je pense, risque de faire aussi des émules. Tencent a vendu la licence de son jeu Honor of Kings, qui est quand même un énorme succès, aux marques de cosmétiques MAC, MAC, d'accord. Et MAC a vendu, commercialisé, marketé une collection de rouge à lèvres aux couleurs en plus des différents personnages de la série Honor of Kings, donc un truc complètement personnalisé et tout. Et ils ont fait une opération de pré-vente et qui est partie en l'espace de moins d'une journée, je crois 24 heures, des quantités astronomiques et tout. Donc ça montrait bien le pile à destination de une audience féminine assez jeune, et puis encore une fois très très joueuse, quoi. Donc je pense que tout ça, voilà, c'est explorer un peu ces territoires qui sont pas forcément les plus attendus, et voilà, je pense que ça fait partie, voilà, de cette attention à avoir, de cette curiosité permanente, parce que ça bouge de partout, quoi. Et l'impact des réseaux sociaux sur l'acte d'achat, encore une fois, le Chinois, parce qu'il est aussi, mais parce qu'il est seul, il n'est pas toujours en confiance pour décider tout seul. Donc l'avis d'un cercle rapproché, qui est souvent la famille, les amis et tout, est très très importante. Mais il est vraiment en proportion très supérieure à l'influence
que nous pouvons avoir de nos pairs. On est très autonome dans nos actes d'achat. Eux vont aller chercher sur des forums, déjà repérer l'avis des gens et s'assurer que tiens, le produit qu'ils ont vu c'est bien le dernier, au meilleur prix, que c'est bien trendy et compagnie. Donc voilà, toute cette information et cette réassurance, ça se passe en ligne. C'est très important. Et de fait, et comme on le voyait d'ailleurs ce matin, sur les lower tiers, où il y a cette jeunesse aussi, voilà, qui est hooked à Internet vraiment et à son mobile, ils sont très très friands aussi de nouvelles plateformes qui permettent justement cet engagement. Et ça révèle toute la richesse géographique de la Chine qui fait qu'il n'y a pas qu'une seule Chine, quoi. Il y en a beaucoup de différentes, évidemment socioculturelles, mais c'est vrai en pouvoir d'achat, c'est très important, quoi. Ce sont des gens dont l'avènement au commerce se passe plus maintenant. C'est ce dont on parle sur la Chine et les grandes villes depuis quelques années. Ils sont en train de vivre ça dans ces loisirs et de, entre guillemets, s'émerveiller ou être sur cette gourmandise en termes de consommation qui n'échappe pas à ceux des grandes villes, mais qui est plus exigeante, plus sophistiquée parce qu'elle est dans un univers qui est plus compétitif. Donc ils sont beaucoup plus sélectifs. Là, on est encore en train de servir une population qui est assez neuve et qui sans doute a accès à des marques ou des produits qui étaient peut-être des produits stars il y a quelques années ici. Renouvellement compris de ces produits ou de ces services. Hein, mais voilà, on est plus sur de la découverte. Voilà, c'est des gens qui sont sur, entre guillemets, des premiers contacts à quelque chose. La curiosité. Voilà. Merci. Merci à vous.